Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. On va se présenter, moi, Isabelle et puis Geoffrey, qui avons participé à à la confection de ce webinaire et surtout à l'outil qu'on va vous présenter. Donc, je m'appelle Vincent Quin, j'anime l'activité environnement industriel au sein de l'équipe environnement, économie et bioressources à FCBA. Et je travaille en particulier sur cette thématique poussière de bois qui nous a permis de mettre au point cet outil qu'on va vous présenter. Je passe la parole à Isabelle. Bonjour à tous, Isabelle Monneret, je travaille à l'OPPBTP, à la direction technique, et je suis responsable de domaine risque chimique dans lequel effectivement on traite bien sûr et on se préoccupe du risque poussière de bois. Et on mène depuis maintenant plusieurs années des actions sur le sujet et notamment en partenariat avec l'UFCBA. Le fruit d'un certain nombre d'actions font l'objet de ce nouvel outil, de ce simulateur et de ces nouvelles fonctionnalités que l'on va vous présenter tout au long de ce webinaire. Je laisse la parole à Geoffrey. Oui, bonjour à tous. Geoffrey Labérine, je travaille également au FCBA et j'interviens auprès d'Isabelle également sur les poussières de bois, mais pas que. À côté, je suis également spécialisé en économie circulaire, gestion des déchets et en performance environnementale des produits. Maintenant, je crois qu'on peut débuter la présentation. Merci. Donc, on y va. C'est parti. Avant de vous présenter vraiment en live cet outil, quelques points de rappel sur le risque d'exposition aux poussières de bois. On va vous évoquer aussi pourquoi on a eu l'idée de faire cet outil, hein, pourquoi on en est arrivé à ce projet. Et puis surtout, hein, c'est la partie principale de ce webinaire, vous présenter ce simulateur avec ses différentes fonctions, à la fois anciennes puisque le simulateur existait déjà, mais surtout ses nouvelles fonctionnalités. Et puis un espace de questions-réponses, hein, au final, où on vous engage bien sûr à, à poser les questions que vous auriez. Donc, les poussières de bois, effectivement, la dernière enquête Summer de 2017 hein, indiquait près de 450 000 salariés hein, qui déclarent avoir une exposition aux poussières de bois. Donc, ça fait un petit peu de monde. Les poussières de bois sont donc la deuxième cause de cancer reconnue en maladie professionnelle. C'est un point important. L'usinage de tous les types de bois peuvent être à l'origine de pathologies professionnelles. Hein. On n'a pas d'études épidémiologiques qui permettent de dire que tel ou tel type d'essence de bois soit plus impactante pour la santé que d'autres. Hein. Ces affections peuvent être se porter sur la sphère ORL, sur l'appareil respiratoire ou cutané. Et puis, on garde quand même à l'esprit que, d'une façon générale, le travail du bois expose également potentiellement à d'autres risques qui peuvent être chimiques, comme par exemple les produits qu'on va utiliser lorsqu'on travaille le bois. Hein. Ce peut être des produits de préservation, ce peut être des produits de finition, ce peut être des cols, donc dont parfois les compositions peuvent ne pas être complètement anodines. Et puis, bien sûr, pour les poussières de bois, on a ce risque incendie et explosion qui existe, qui ne sont pas des risques directs vers la santé, mais de manière indirecte, peuvent avoir évidemment des effets. Donc, les travaux exposant aux poussières de bois inhalables, c'est-à-dire inférieurs à 100 microns, donc, figurent sur la liste des procédés cancérogènes. Hein, on a l'arrêté du 26 octobre 2020 qui entérine ça. S'agissant donc d'agents cancérogènes, c'est-à-dire d'agents chimiques dangereux cancérogènes, il en découle des mesures de prévention qui sont spécifiques, hein, dictées par le Code du travail, dont un suivi individuel renforcé des travailleurs. Et puis, on a bien sûr une valeur limite. Hein, la réglementation nous fixe une valeur limite d'exposition professionnelle, qui est la VLEP, qui est une valeur contraignante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être dépassée. C'est une valeur pour laquelle on doit rester en dessous. Si on la dépasse, on doit arrêter le travail et prendre les mesures correspondantes. Donc, c'est
la définition de valeurs contraignantes, et elle est fixée, cette valeur limite, à 1 mg par mètre cube. C'est une exposition moyenne sur un poste de travail de 8 heures, une journée de travail de 8 heures. Donc, cette VLEP, forcément, elle doit être contrôlée. Hein, c'est de la responsabilité de l'entreprise, du chef d'entreprise, de faire contrôler cette VLEP régulièrement. Ce mesurage, ce contrôle, il est confié à un organisme, il doit être confié à un organisme accrédité. Et ces mesures, eh ben, elles sont au moins annuelles, et dans le cadre d'une évaluation annuelle, d'une évaluation initiale, pardon, elles peuvent être de 3 fois par an. Alors, on s'arrête juste un petit peu sur ce contrôle de la VLEP, parce qu'il est c'est quand même la partie principale voilà, de l'application de cette réglementation. On a ici 4 étapes, si vous voulez, dans ce contrôle de la VP. La première, c'est la stratégie de prélèvement. Le contrôleur, la personne, l'intervenant de l'organisme de contrôle va définir un certain nombre de groupes d'exposition similaires. Avant, on appelait homogènes, maintenant c'est similaire, GEH ou GES. On vous met la définition ici. Hein. En fait, on va regrouper dans un atelier les opérateurs qui présentent un niveau similaire d'exposition poussière de bois. Donc, on peut avoir des groupes qui vont se constituer de 2 ou 3 opérateurs ou plus, hein, des personnes qui vont globalement faire la même activité ou être a priori exposées à la même exposition de poussière de bois. Et puis, on peut avoir des groupes qui seront un peu moindres avec 2, voire une personne. Si on a une personne qui est sur un poste bien spécifique, qui est la seule à faire ce type d'activité, ça peut être un GES avec une personne, simplement. Donc, la deuxième étape, après avoir défini ces groupes d'exposition similaires, vous voyez qu'on peut en avoir plusieurs dans un atelier, forcément, c'est la phase de prélèvement. Donc, un contrôleur va prélever les opérateurs. Chaque GES doit comporter 3 mesures. Donc, ça veut dire qu'un GES qui comportera 3 opérateurs, les 3 opérateurs seront équipés et prélevés dans le même temps. En revanche, si on a un groupe d'opérateurs qui comporte un GES qui comporte un seul opérateur, il y aura nécessité d'avoir 3 mesures successives, donc 3 jours successifs d'intervention. La finalité, là, on est dans un schéma, hein, ce que je vous expose là, on est dans un schéma d'évaluation initiale, et donc on serait sur 3 campagnes par an pour cette évaluation initiale, ce qui représente 9 mesures sur l'année pour un seul GES. Donc, vous voyez déjà un petit peu la dimension que peut prendre ce contrôle d'évaluation initiale que vous avez peut-être ou probablement fait. En tous les cas, c'est quelque chose qui doit s'anticiper, puisque c'est un petit peu long. Ensuite, les prélèvements partent en analyse. C'est bien sûr réalisé en laboratoire. On fait une différence de masse entre la poussière qui a été prélevée et puis la masse initiale du filtre. Et puis, l'organisme de contrôle va établir le diagnostic soit de respect, soit de dépassement de cette VLEP. On a ici un petit organigramme vous voyez, on a mis la source tout en bas de l'INRS qui est assez bien fait, où on revoit sur cet organigramme les différentes étapes. Si l'on prend la partie de droite, par exemple, la première campagne de mesure et on descend, et la partie de droite en vert, est un point particulier parce que si sur cette première campagne, les 3 mesures qui sont réalisées dans un GEH ou un GES sont inférieures à 1/10 de la VLEP, d'emblée, l'organisme accrédité va considérer que cette VLEP est respectée. 1/10 de la VLEP, c'est 0,1 mg par mètre cube. Donc, c'est quand même une valeur assez faible. Et très clairement, c'est des cas que l'on rencontre rarement. Voilà. Donc, si de toute façon, on a des valeurs qui vont être au-dessus de ce 10e de la VLEP, tout en restant en deçà de la VLEP, on va poursuivre, réaliser une deuxième campagne de mesure, toujours 3 mesures par GEH, puis une troisième dans l'année. Et à l'issue de ces 3 campagnes, on va pouvoir établir, l'organisme de contrôle va pouvoir établir un diagnostic de dépassement ou de respect qui est un diagnostic statistique. Ça ne veut pas dire que si toutes les valeurs sont en deçà de la VLEP, vous êtes, entre guillemets, conforme pour ce GES. Il peut y avoir une dispersion
sur ces 9 valeurs dans un GEH, dans un GEH, pardon, qui peut faire que le dépassement n'est pas forcément, enfin, le dépassement peut exister. Voilà. Ensuite, on peut avoir le cas, et c'est là, la partie de gauche en orange, hein, où lorsque l'on rencontre une valeur, une ou plusieurs valeurs supérieures à la VLEP, là, on rejoint cette notion de VLEP contraignante, et là, il y a nécessité d'un arrêt immédiat du travail, voilà, avec prise de mesures. En tout cas, les conditions dans lesquelles le travail est réalisé ne sont plus tenables, et donc il y a nécessité d'arrêt de travail pour ce poste donné dans ces conditions-là, et la nécessité de mettre des moyens en œuvre pour réduire cette exposition. Et vous voyez, on repart à la case départ et on doit refaire cette campagne d'analyse. Donc voilà le principe. Ce document est assez bien fait. N'hésitez pas à consulter le petit dépliant dont on vous a mis la source en bas, qui donne par ailleurs quelques autres informations. Alors, on a fait des constats donc à la suite de nos différentes études. D'une part, que ce contrôle réglementaire, ben, vous l'avez vu, il est un petit peu complexe et forcément, en fonction du nombre notamment de GES qui peuvent être définis, il peut être assez coûteux et force est de constater qu'il n'est pas toujours appliqué par les entreprises. Ensuite, on a, si ce contrôle n'est pas réalisé, on n'a pas de retour finalement sur l'efficacité des mesures. C'est-à-dire, si on n'a pas de valeur, si on n'a pas de métrologie, hein, de valeur vraiment de mesurage, difficile d'évaluer finalement l'efficacité des mesures que l'entreprise a pu mettre en place. Et il y en a toujours. Hein, l'aspiration est toujours très souvent présente, etc. Voilà, si ce contrôle est réalisé, ce contrôle réglementaire, il va nous donner une valeur hein, qui sera comparée, comme on l'a vu juste avant, à la VLEP, mais cette valeur, c'est une valeur finale, je dirais, à la fin d'un poste de travail de 8 heures. Donc, on n'a pas de renseignements sur ce qui a pu se passer pendant les 8 heures. On sait simplement qu'à la fin des 8 heures, on a tel niveau d'exposition, mais on n'a pas de variation de cette exposition pendant les 8 heures. Donc, difficile à l'issue de ça, si on doit prendre des actions correctives, de savoir lesquelles, à quel moment l'opérateur a été plus ou moins exposé. Et puis enfin, sur les documents uniques, effectivement, donc, qui sont le plus souvent renseignés hein, sur le risque poussière de bois, pour autant, c'est souvent assez peu développé et on a certainement, par manque de connaissances, hein, souvent c'est un point qui est peu suivi, où les mesures de base sont inscrites, mais où il n'y a pas vraiment un suivi et une évaluation continue de cette évaluation de l'exposition dans le document unique. Donc, avec les organisations professionnelles, on s'est dit que ça serait intéressant de donner aux entreprises, aux chefs d'entreprise, un outil ou des moyens pratiques mieux appréhender ce risque, savoir un petit peu où on en est sans forcément se référer uniquement au contrôle réglementaire, et puis avoir justement un moyen un peu d'optimiser ce contrôle réglementaire, notamment la définition des GES, savoir un peu où sont les risques dans mon entreprise, qui serait a priori plus exposé ou moins exposé. Tout ça, ça nous a amené à développer une méthodologie d'auto-évaluation du risque d'exposition aux poussières de bois, ce qu'on a détaillé dans un guide. Vous avez le lien ci-dessous, hein, qui est téléchargeable de manière sans restriction hein, sur le site du Codifab. Et cette méthodologie qu'on a décrite dans ce guide, on l'a mis en application dans ce simulateur, cet outil qu'on va vous présenter là dans quelques instants. Donc la vocation de cet outil, vous l'avez compris, hein, c'est d'une part d'évaluer le risque, mais là ça peut se faire, d'évaluer le risque d'évaluation, de qualifier, hein, on n'est pas sur de la métrologie, mais en tous les cas, on va pouvoir qualifier le risque, savoir où sont les zones les plus à risque, les zones les moins à risque d'exposition aux poussières de bois. Ça, avec cet outil, c'est quelque chose que vous pouvez faire en toute autonomie, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous faites ça vraiment depuis votre entreprise et sans forcément de conseils ou de personnes qui doivent vous renseigner sur le sujet. Le fait de définir des zones à plus ou moins risque d'exposition va vous permettre de hiérarchiser, d'identifier, de hiérarchiser des actions qui pourraient être mises en œuvre. Et puis, ça va, comme on l'évoquait juste avant, ça va contribuer aussi à la définition des GES dans ce sens où vous allez
avoir plus de connaissances sur les niveaux d'exposition des zones de votre atelier ou des opérateurs et pouvoir donner l'information suffisante aux contrôleurs pour constituer ces GES et de façon à ce qu'ils soient les plus pertinents et puis on va dire les moins, disons que leur nombre soit le plus optimisé. Donc voilà, l'intérêt de cet outil, c'est bien de mieux cerner pour vous les enjeux propres liés à ce risque poussière de bois et d'y remédier efficacement pour prévenir bien sûr la santé des salariés. Juste un principe sur cet outil, un principe de fonctionnement, ce sur quoi on est parti. On est parti d'une part sur l'émissivité des procédés. On a classé, on a recensé un certain nombre de procédés les plus courants dans l'entreprise en travail du bois, en tout cas en seconde transformation. On les a classés en fonction de leur émissivité, du niveau d'émission possible de chacun de ces procédés. On les a associés à une protection collective, aspiration. Et puis, on a ainsi qualifié ou caractérisé chacun des procédés par leur émissivité. Et ensuite, en face, on va pouvoir distribuer un temps de travail sur chacun des procédés. Un temps de travail parce qu'on sait qu'un opérateur, sauf dans des très grandes entreprises, mais un opérateur va passer d'une machine à l'autre, va aller chercher, va s'arrêter, va aller chercher du matériau, va revenir, va prendre une autre machine. Donc, on a vraiment une polyvalence, beaucoup des opérateurs sur plusieurs machines. Et donc, on avait besoin de distribuer ces temps de travail sur différents procédés. Et c'est ce qui va permettre de nous donner nos simulations et donc notre qualification de l'exposition des opérateurs. Donc cet outil, il avait été mis en ligne initialement en 2021 lorsqu'on a sorti le guide. Il avait à l'époque il était sous format Excel. On l'a en 2022, en mai 2022, on l'a numérisé, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un outil numérique qui est en ligne depuis mai 2022. Et puis, on avait besoin de nouvelles fonctionnalités, on va dire complémentaires pour le rendre un peu plus ergonomique, un peu plus facile d'utilisation. Donc, vous voyez cette version 2 qu'on a mis en place en octobre dernier. Elle permet d'une part de créer un compte utilisateur, donc ce qui permet de sauvegarder là où les simulations que vous pourriez faire, de conserver un historique, de pouvoir travailler de manière itérative, vous le verrez tout à l'heure. D'obtenir une cartographie de l'atelier. On a parlé tout à l'heure des l'émissivité des procédés, donc sans même parler des opérateurs. On a déjà, en qualifiant chacun des procédés de votre atelier, vous allez pouvoir voir quelles sont les parties, les zones ou les procédés qui seront les plus ou moins émissifs. Bien sûr, identifier des actions d'amélioration. Donc, le simulateur, dans sa nouvelle version, pourra, à l'issue des résultats de la simulation, identifier des actions d'amélioration en fonction des données qui auront été entrées, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou humaines. Et puis enfin, d'accéder, on a un lien qui permettra d'accéder à des ressources documentaires directement en lien avec les actions qui sont proposées. Donc là, je laisse Isabelle qui va poursuivre en vous emmenant naviguer sur le simulateur. Merci Vincent. Donc, j'ai pris la main. Je pense que vous voyez la page donc la page du simulateur. Donc, le lien d'accès vous a été présenté sur le support donc, que Vincent vient de détailler. Donc, pour accéder à ce simulateur, donc, le lien d'accès, c'est simulateur.préventionbtp.fr. Donc là, on arrive sur la page d'accueil de ce simulateur. Sur cette page d'accueil, donc aujourd'hui, la nouveauté et l'évolution des fonctionnalités qui ont été apportées sur ce simulateur, c'est notamment la connexion. Effectivement, précédemment, le simulateur n'avait pas la possibilité de créer un compte et donc de se connecter. Ce qu'il faisait, ce qui se passait, c'est que du coup, vous créez une simulation, mais en une fois, et vous n'aviez pas la possibilité d'y retourner. Donc aujourd'hui, vous avez donc la possibilité de vous inscrire, de vous connecter et de pouvoir accéder au simulateur. Donc je me connecte. Donc là, je suis bien connectée, je suis reconnue.
Et donc là, vous avez donc sur cette page d'accueil plusieurs éléments, notamment la possibilité, donc comme vient de l'indiquer Vincent, donc toute la méthodologie du simulateur est basée donc est retranscrite dans un guide qui est mis à disposition à la fois ici, vous pouvez aller le consulter sur cette page d'accueil ou le télécharger au format PDF, toujours sur cette page d'accueil du simulateur. Ensuite, vous allez avoir la possibilité, donc dans mes simulations, d'avoir accès à l'historique, à tout l'historique de vos simulations que vous avez réalisées sur cet outil, ce qui vous permettra, bien entendu, de créer alors autant de simulations que vous le souhaitez, mais aussi de revenir sur une simulation pour la faire évoluer en mettant en œuvre un certain nombre d'actions d'amélioration. Ensuite, vous avez donc sur cette page d'accueil l'accès donc au simulateur, donc à 2 endroits, en en-tête et puis ici, où vous allez pouvoir donc créer une nouvelle simulation. Donc là, on arrive sur la page d'accueil du simulateur, de l'outil de simulation poussière de bois. Sur cette première page, donc, vous avez plusieurs éléments d'information. Déjà, la première chose, c'est que vous avez la possibilité donc, de personnaliser ce simulateur. Donc là, vous pouvez choisir de nommer le nom de cette simulation, ce qui vous permettra dans mes simulations et dans vos archives de revenir ultérieurement sur cette simulation. Ensuite, le simulateur, donc cette page-là, n'a pas évolué en termes de méthodologie dans le cadre du simulateur sur la version qui est en ligne depuis 2022. La méthodologie, pas à pas, va être la même. Vous allez d'abord, dans un premier temps, enregistrer. Donc ici, vous avez donc sur cette zone-là, en vert et puis en bleu, les différents champs qui vont vous être demandés à renseigner pour pouvoir effectivement faire cette évaluation au niveau donc du risque poussière de bois. Donc, premier champ, vous allez pouvoir personnaliser soit le nom de l'atelier dans lequel vous êtes en train de réaliser la simulation, soit la zone d'activité dans laquelle tous vos procédés sont disposés. Ou alors, vous allez pouvoir aussi, en plus de ça, peut-être nommer la machine, parce que vous pouvez avoir aussi des procédés qui vont avoir, les mêmes procédés, vous pouvez avoir peut-être 2 toupies, et donc pour les distinguer, associer effectivement un nom à ce procédé. Donc là, je vais nommer la zone débit pour ce premier procédé. Et ensuite, je vais aller rechercher dans la liste des procédés mis à disposition dans le simulateur, le premier procédé donc de mon parc machine que je vais enregistrer. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va associer à ce procédé une protection collective reliée donc à ce procédé, s'il y en a une, hein, bien entendu. Donc, on va donc, soit il n'y a aucun captage, et donc vous avez dans la liste donc, les différents niveaux de captation que vous allez avoir sur ce procédé. Donc, un captage centralisé, vous avez donc différentes typologies de captage qui sont proposées en local, soit avec une aspiration et un recyclage, soit avec une aspiration positionnée à l'extérieur sans recyclage. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner le captage associé à ce procédé. Donc là, moi, je considère que mon procédé est relié à un système de captation centralisé, disposé à l'extérieur de mon atelier. Donc, je l'associe à mon procédé. Et ensuite, on va renseigner un autre élément d'information, ça va être l'état de fonctionnement du système de captation. Est-ce que ce système de captation a ce que nous, on a indiqué un bon fonctionnement présumé, ce qui est sous-entendu un dispositif de captation qui est contrôlé tous les ans, annuellement, et puis qu'il y ait un contrôle visuel du bon état de l'installation, c'est-à-dire que voilà, les tuyaux ne sont pas percés, enfin qu'il y ait un contrôle régulier du système pour s'assurer de son bon fonctionnement présumé. Si l'un de ces éléments ne sont pas réalisés, dans ces cas-là, on ne peut pas garantir le bon fonctionnement du système d'aspiration. Et dans ces cas-là, on sélectionne bon fonctionnement non garanti. Donc là, on voit apparaître par l'association de ces différents éléments d'information,
procédé, système de captation et son fonctionnement, une couleur et une classe qui vient d'apparaître. Alors, la classe d'émissivité, elle est donc calculée automatiquement au regard des différentes informations que vous avez renseignées dans le simulateur. Chaque procédé va avoir ce qu'on appelle une valeur procédé, va être classé du moins émissif au plus émissif. Et ça a été enregistré et déterminé suite à différentes études Propobois que l'on a menées en partenariat avec le FCBA sur des mesures en temps réel autour de ces procédés pour pouvoir les positionner en termes d'émissivité dans différentes classes et donc leur attribuer une valeur. Ensuite, pour chacun des moyens de protection collective qui sont indiqués, on a aussi des coefficients qui vont venir pondérer finalement cette émissivité du procédé et qui vont être associés donc à la sélection de ce champ-là au niveau de la protection collective. Autre coefficient qui va venir soit accentuer finalement ou pas le système de protection collective. Là, ici, nous avons un fonctionnement qui est non garanti, donc qui n'a pas été contrôlé, qui n'est pas entretenu. Et dans ces cas-là, ça va venir réduire la pondération finalement du système de protection collectif que l'on a associé au procédé initialement. Et donc, l'ensemble de ces éléments, la valeur procédé et ses coefficients, vont nous donner une note d'émissivité du procédé. Et donc, cette note d'émissivité procédé, elle va être classée en différentes classes. Donc, il y a on va dire, d'une classe d'émissivité la plus impactante à la moins émissive et qui va nous permettre d'avoir cette classe d'émissivité et cette couleur associée au procédé sélectionné. Donc ça, c'est des éléments d'information, les premiers éléments d'information qu'on obtient du simulateur. Bien entendu, on va ajouter autant de procédés que l'on a au sein de l'atelier. Et donc, on va venir les enregistrer petit à petit sur ce simulateur. Donc, je vais en sélectionner une scie radiale, par exemple, qui, elle, n'est pas reliée au système centralisé, qui est reliée à un aspirateur, qui est contrôlé régulièrement. Et donc là, on va avoir une nouvelle classe d'émissivité qui est associée à ce procédé et à son système de protection collective indiqué. Donc, j'en sélectionne encore un autre. Là, je vais passer plutôt à l'usinage. On va choisir donc une autre machine qui, elle, sera aussi reliée au même système d'aspiration que mon procédé initial, avec la même protection collective et donc le même fonctionnement et en tout cas ses vérifications. Donc là, vous allez en fait enregistrer au niveau des procédés l'ensemble des procédés de votre parc machine au sein de votre atelier. Il peut s'avérer que vous ayez aussi des séances, enfin en tout cas un temps de nettoyage au niveau donc de votre atelier. Donc vous allez pouvoir sélectionner une activité, une opération de nettoyage aussi que vous allez donc indiquer dans cette partie procédé simulateur. Vous allez associer la protection, en tout cas le nettoyage, comment vous le réalisez. Est-ce que vous le réalisez avec des tuyaux directement reliés au système centralisé ou est-ce que vous réalisez ce nettoyage avec un aspirateur mobile ou alors avec un balai? Dans ces cas-là, on considère qu'il n'y a pas de captage, bien entendu, si c'était réalisé, et c'est à proscrire, bien entendu. Et donc, du coup, on va sélectionner le système qui est associé à cette opération de nettoyage. Donc là, ici, vous n'avez pas de classe d'émissivité puisque l'opération de nettoyage n'est pas un procédé. On ne l'a pas classé comme valeur de procédé. En revanche, cette opération de nettoyage, on verra, aura un impact ensuite sur la partie classe d'exposition, cette fois-ci des opérateurs. Et puis, vous pouvez avoir une dernière aussi activité qu'on a classée comme temps d'activité hors procédé. Il peut y avoir un temps où l'opérateur n'est pas sur une machine, va faire de l'assemblage, va faire d'autres activités hors procédé. Et dans ces cas-là, vous pouvez aussi associer cette activité-là dans la simulation. Donc là, on a répertorié l'ensemble des procédés au sein de l'atelier.
On va pouvoir aussi, du coup, les changer. Voilà, si vous avez voilà, un ordre, une chronologie que vous souhaitez donner à ce simulateur et à ces différents procédés, vous allez pouvoir effectivement les indiquer et changer de positionnement les différents procédés. Vous allez bien entendu pouvoir supprimer une ligne qui finalement n'est pas indiquée au sein de votre atelier. Voilà, vous allez pouvoir manier un petit peu ces différents procédés avec ces différentes fonctionnalités. Donc là, on a les différents procédés qui ont été enregistrés avec leur classe d'émissivité. La nouveauté en termes de fonctionnalité sur le simulateur, c'est qu'on a aujourd'hui intégré une nouvelle fonctionnalité qui est la configuration du plan de l'atelier. L'idée ici avec cette fonctionnalité, ça va être de pouvoir en fait cartographier votre atelier et cartographier et positionner vos différents procédés au sein de votre atelier. Donc là, on a sur ce plan qui est grisé, vous avez les 3 procédés que j'ai enregistrés dans le simulateur qui apparaissent avec leur émissivité qui ont été donc déterminées avec les informations renseignées précédemment. Donc, vous avez donc des blocs et ces blocs, vous allez pouvoir les positionner dans votre environnement, donc au sein de votre atelier, et pour pouvoir en fait cartographier finalement, alors soit des zones plus ou moins émissives, soit bien sûr visualiser quelles sont les zones ou visualiser quels sont les procédés au sein de votre atelier qui sont les plus émissifs et sur lesquels effectivement des actions vont vous être proposées, des actions d'amélioration pour réduire cette émissivité et réduire l'exposition de vos salariés. Donc là, on a proposé ce plan donc, que vous pouvez construire avec ces blocs procédés, mais vous avez aussi la possibilité d'y intégrer un arrière-plan. Donc là, vous allez pouvoir, si vous avez déjà un plan de votre atelier, vous allez pouvoir y associer donc votre plan d'atelier en arrière-plan de vos procédés et venir y apposer donc finalement vos procédés sur ce plan. Donc ici, vous allez pouvoir ensuite bouger et puis essayer donc d'associer donc les différents blocs à votre plan qui est proposé donc en arrière-plan. Vous avez la possibilité de supprimer l'image de fond et vous avez la possibilité aussi d'ajouter des séparateurs si vous souhaitez séparer plusieurs zones au sein de votre atelier. Donc là, c'est une nouveauté, ça vous permet vraiment d'avoir une visualisation à travers ce plan des différents procédés, des zones, de l'émissivité de vos procédés sur ce plan d'atelier. Donc ensuite, on revient à la simulation, on revient donc à cette partie-là. Et donc, une fois qu'on a enregistré donc l'ensemble des procédés, qu'on a pu effectivement travailler sur le plan de l'atelier et avoir cette vision cartographiée des différents procédés et de leur émissivité, on va venir en fait créer donc des groupes d'exposition similaires. Donc, on va venir associer les opérateurs à ces procédés et indiquer le temps passé en moyenne sur une journée de grosso modo de 8 heures, le temps passé sur chacun de ces procédés. Donc là, ici, vous avez donc un groupe d'opérateurs que vous allez pouvoir personnaliser, donc associer donc un nom, donc soit c'est une personne, soit ça peut être plusieurs personnes, et dans ces cas-là, vous allez pouvoir associer différents noms à ce groupe d'opérateurs. Et vous allez attribuer à ce groupe d'exposition similaire le temps passé sur chacun des procédés. Donc là, ici, vous avez donc un champ avec des temps renseignés. Donc, vous allez sélectionner finalement le temps consacré sur chacun de ces procédés. Hop, voilà. Et donc, vous allez donc il faut que la somme du temps passé sur chacun de ces procédés soit égale à 8 heures. Et vous avez donc un calcul qui est réalisé qui va vous permettre en fait d'établir une classe d'exposition opérateur. Donc, le groupe d'opérateurs 1
par le temps passé sur chacun des procédés va permettre d'avoir une nette d'exposition au niveau de ces opérateurs et une classe d'exposition qui est classée par les mêmes codes couleurs que l'on a vu tout à l'heure au niveau des procédés. Donc là, vous allez pouvoir ajouter autant de groupes d'opérateurs que vous avez au sein de l'atelier. Bon, admettons que la personne... Hop. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez l'ensemble, donc j'ai créé 2 groupes d'opérateurs auxquels j'y ai associé les procédés auxquels l'opérateur est amené à travailler. Et donc du coup, vous avez une classe d'exposition opérateur qui vous est indiquée ici. Donc là, vous avez une évaluation d'un niveau d'exposition de vos groupes d'opérateurs renseignés dans le simulateur. À ce niveau-là, vous allez donc pouvoir, donc il faut bien penser à sauvegarder régulièrement votre simulation pour pouvoir bénéficier effectivement au niveau de vos simulations et de vos archives et votre historique, l'ensemble des informations enregistrées. Et donc, vous pourrez y revenir dans les simulations régulièrement sur ce simulateur. Donc, une fois que la simulation est réalisée, on va passer donc à la synthèse et c'est la fonctionnalité nouvelle qui vous est proposée dans ce simulateur. La synthèse est finalement une proposition d'un plan d'action, d'amélioration qui vont être adaptés aux données que vous aurez enregistrées et saisies précédemment sur le simulateur au niveau des actions d'amélioration technique, organisationnelle et humaine qui va vous permettre en fait de travailler sur une amélioration et en abaissement finalement de l'exposition de vos opérateurs au regard des informations saisies précédemment. Donc là, ici, vous allez avoir une synthèse par groupe d'opérateurs. Donc là, j'ai renseigné 2 groupes d'opérateurs avec des saisies sur le temps passé sur chacun des procédés pour ce groupe d'opérateurs. Et vous avez donc un plan d'action qui est proposé ici. Donc ce plan d'action va reprendre finalement, au regard des informations saisies, des notes d'émissivité et donc de l'exposition, vont vous proposer des actions d'amélioration. Notamment, pour ce groupe d'opérateurs, pour la déligneuse et la courroyeuse, j'ai indiqué donc une protection collective qui n'était pas de bon fonctionnement garanti puisque voilà, un certain nombre d'éléments d'information n'étaient pas respectés. Et donc là, on va vous conseiller une action d'amélioration qui va vous permettre de passer du non-fonctionnement garanti au bon fonctionnement garanti en mettant en œuvre le détail de ces informations et de ces actions. Autre information, sur l'opération de nettoyage, on utilise un aspirateur de classe M. On vous propose, pourquoi pas, de relier, pour améliorer et réduire l'exposition, d'utiliser des gaines raccordées au réseau d'aspiration centralisé. Donc là, vous allez avoir un certain nombre d'actions qui vous être proposées en fonction des éléments saisis dans le simulateur. Éléments aussi nouveaux qui vont être associés à ces actions, ce sont les ressources documentaires. Donc, pour chacune des actions qui sont proposées, on a fait le recueil des ressources documentaires existantes, à la fois au niveau des FCBA, au sein de l'OPPBTP, mais aussi d'autres acteurs tels que l'INRS. Et on a essayé donc ici de vous répertorier l'ensemble des ressources documentaires qui vont aussi vous accompagner dans la mise en œuvre des actions qui vous sont proposées dans le plan d'action et la synthèse. Donc là, vous allez avoir donc je vais vous les ouvrir. La difficulté, c'est que j'arrive pas. Voilà, ça l'ouvre. Je vais faire un nouvel onglet. Je n'arrive pas à accéder avec la page. Un nouvel onglet, vous avez la possibilité d'accéder donc aux différentes ressources qui vous ont proposées ici. Et ça pour chacune des groupes d'exposition qui ont été renseignés dans le simulateur. Vous avez un certain nombre d'actions qui vous sont proposées. Donc ici, on voit que ce groupe d'opérateurs a utilisé la scie radiale avec
une scie radiale qui n'était pas reliée au réseau d'aspiration centralisé. Donc là, vous avez une proposition d'action d'amélioration qui vous est proposée ici et à mettre en œuvre pour améliorer et réduire le niveau d'exposition des opérateurs. Vous avez la possibilité de retourner aussi sur le plan de l'atelier et de reprendre la simulation afin d'y apporter des évolutions, des compléments et bien sûr faire évoluer la simulation au regard de la synthèse qui vous est proposée. Autre élément d'information, au niveau du simulateur, vous avez aussi la possibilité, par exemple, là je vois que la scie radiale au niveau du débit a une classe d'émissibilité assez importante. Mon opérateur aujourd'hui il passe 3 heures. En attendant de mettre en œuvre les propositions d'action d'amélioration sur ce procédé pour réduire l'exposition de l'opérateur, vous avez aussi la possibilité de renseigner les EPI. Donc, vous avez la possibilité d'indiquer que cet opérateur, voilà, pour ce procédé et ce temps associé à ce procédé, on va lui mettre à disposition une protection respiratoire. Donc là, vous avez différentes protections respiratoires qui vous sont proposées, qui vont venir en fait par un coefficient pondérer l'exposition de l'opérateur, notamment sur ce procédé, et donc va avoir une influence sur la note d'exposition et sur la classe d'exposition de l'opérateur. Sur la synthèse, vous allez voir apparaître au niveau de ce groupe d'opérateurs la mise en œuvre d'un EPI. Donc là, on signale bien que finalement, cette évaluation et ce niveau d'exposition, il est passé en vert par l'apport d'un EPI qui est un moyen donc effectivement efficace, mais qui doit être la dernière mesure. Donc on ne peut pas laisser cette action, voilà, il faudra s'affranchir du port de masque en mettant en place les actions qui vous sont proposées dans la synthèse. Donc vous avez la possibilité ici, par un système de switch, de voir quels sont les effets sans EPI avec EPI, avec du coup les actions d'amélioration qui vous sont proposées dans cette synthèse. Donc, de bien sauvegarder toujours votre simulation. Et donc, dans mes simulations, vous allez avoir donc l'ensemble de l'historique et donc celle que l'on vient de voir ensemble apparaît ici et vous allez pouvoir y revenir et la corriger au fur et à mesure. Autre élément et dernier élément proposé dans ce simulateur, c'est la possibilité d'exporter vos données. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, via ce site et ce simulateur, d'enregistrer vos simulations et d'y revenir dans le temps. Vous avez aussi la possibilité, au format Excel, de pouvoir exporter vos données et les avoir à disposition dans un autre format que le format web, donc le format Excel, et venir effectivement y retravailler si vous le souhaitez sur ce format-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vincent, je vais peut-être te laisser reprendre la main et reprendre la parole sur… Merci bien, Isabelle. Ouais. Parfait. Hop. Donc, on vous a laissé ici nos contacts possibles, c'est-à-dire que si vous, et on l'espère, naviguez un petit peu sur ce simulateur, vous l'utilisez, si vous avez la moindre interrogation ou question à l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment preneur de vos retours et bien sûr, on peut vous conseiller. Juste une dernière slide hein, pour vous rappeler un petit peu que FCBA, donc, dans ses différentes prestations d'environnement industriel, propose des diagnostics de situation d'exposition aux poussières de bois. Alors, bien sûr, avec une mise en œuvre du simulateur, mais pas que, hein, avec bien sûr intervention en entreprise, observation sur chacun des postes, interprétation de résultats, par exemple, de mesures réglementaires qui existent. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, il y a parfois des mesures, des résultats, hein, des rapports d'intervention, mais qui sont peu évocateurs finalement sur ce qu'il faut faire. Donc, il y a besoin peut-être d'identifier, d'interpréter un petit peu ça, d'aller au-delà. Voilà, donc un certain nombre d'éléments dont le but toujours est d'identifier les points majeurs d'amélioration, les points vraiment prioritaires d'amélioration pour réduire cette exposition. Donc, n'hésitez pas à nous consulter
à nous consulter à ce sujet-là. On a différents niveaux d'accompagnement, y compris, et on l'a fait dans le cadre d'opérations collectives qui sont en général à l'échelle régionale, hein, qu'on a pu faire avec des partenaires et qui permettent d'avoir des subventions euh, assez intéressantes et donc qui permettent de progresser vraiment sur cet aspect risque poussière de bois. Isabelle, je te laisse commenter la partie BTP. Continue. Oui, donc effectivement, à travers ces outils, à travers voilà, ces éléments d'information qu'on vous a apportés, l'OPP donc, accompagne aussi à travers des actions de conseil, de formation et d'information euh, sur le sujet. Alors, poussière de bois, mais pas que, hein, bien entendu, plus largement, à travers des diagnostics, mais des accompagnements aussi en termes d'information, puisque l'ensemble de ces outils, de ces informations sont disponibles sur notre site préventionbtp.fr, des revues, et puis de la formation, bien entendu, qui permet de vous accompagner aussi sur cette thématique.